Le club de l'été de Roselyne Bachelot, et c'est l'heure de votre portrait sonore. Quelques petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie et de votre carrière. Voici le premier. Le ministre des Finances a pris une grosse cartouche avec laquelle il met du plomb un peu partout. Moyennant quoi, il a suscité les réactions violentes de tous les petits épargnants qui s'estiment impliqués dans une loi pénalisant les fraudeurs. Est-ce que vous reconnaissez cette voix ou pas, Roselyne Bachelot? C'est la voix de votre papa, Jean Arquin. Oh, c'est pas vrai. Mais oui, qui était député non, mais je gaulliste. pensais pas, vous me faites une émotion Pardon. là, Pardon. terrible. Je terrible. Pardon. Et alors, c'est lui qui vous a donné envie, finalement, de faire de la politique? Il a influencé votre parcours? Oui, c'est-à-dire j'avais la chance. C'est pas toujours facile d'avoir deux parents qui étaient en quelque sorte des héros, deux résistants. Et ils m'ont chacun donné quelque chose de spécial. Ma mère, ses convictions féministes, son goût pour la liberté, l'autonomie des femmes. Et mon père, le goût de la politique. C'est un peu compliqué parce que c'était des gens finalement très sérieux. Il n'y avait pas beaucoup de place pour l'amusement. Mais ça donne aussi des fondements tout à fait importants. Ouais, et c'est vrai qu'on retrouve ça dans votre personnalité, à la fois des fondements, des solidités, et en même temps une forme de liberté de penser, Voilà, y compris contre votre camp, ce que vous avez fait à plusieurs reprises, notamment contre le Pax. D'abord parce que mes parents étaient tous les deux issus de familles très simples. Ma grand-mère, dont j'ai raconté l'histoire dans un livre qui s'appelle Corentine, ne savait ni lire ni écrire, et pour elle, le français était une langue étrangère, elle parlait breton. Tout ça a fait que je ne suis pas attachée à une classe sociale. Et que tous les gens que je rencontre ont pour moi la même valeur. Je ne suis pas la femme d'un clan, je ne suis pas la femme d'un milieu social. Et tout ça m'a donné une extraordinaire liberté. Et de toute façon, l'idée fondamentale de mes parents, c'était que la culture, l'éducation, était le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire. Et ça, c'est quelque chose qui vous suit pendant toute votre vie. Et c'est vrai que ça vous a rendu un peu inclassable quand on vous a vu défendre le Pax, la contraception, le mariage gay, contre votre propre camp. Ça vous a donné une forme de liberté qu'on retrouve également plus tard dans votre carrière. Écoutez ça. Alors ça, c'est le générique d'une émission qui signe un virage dans votre carrière, puisque c'est le Grand 8 où vous rejoignez la bande de Laurence Ferrari sur D8. Adoré. J'ai vécu avec Laurence et toute l'équipe, Elisabeth Bost, Absatoussi, Audrey Pulvar. J'ai vécu une émission qui justement, et c'est ça qui était très plaisant, qui mélangeait le sérieux, ce que j'appelle les variétés, parce qu'évidemment, le style people, disons, qui m'a donné aussi, cette émission m'a donné l'occasion de rencontrer des gens tout à fait formidables dans le monde de la culture, dans le monde du showbiz, et il y avait une ambiance dans Mais c'était quand même un virage, c'était un virage risqué quand même, parce que vous aviez été ministre avant ça sous Chirac, sous Sarkozy. Bon, là on était en 2012, le président était François Hollande, donc voilà, vous saviez qu'a priori vous aviez moins de travail avec lui. Très curieux, mais c'était osé d'aller là. Puisque on était dans le groupe Canal, dans cette émission, c'est qu'un responsable de Canal qui me reçoit tout de suite, c'était Ara Aprikian, qui est maintenant sur TF1, qui vient me trouver avec Laurence Ferrari. Mais un responsable de Canal m'avait reçu et m'avait dit: je vous regarde depuis 10 ans et je me dis que quand elle aura terminé la politique, je viendrai lui demander de faire de la Vous aviez été repéré déjà. Vous aviez été repéré. Prochain extrait. Votre profession aujourd'hui? Chroniqueuse éditorialiste. Et c'est un aller sans retour. Absolument. La question qu'on vous pose au moins une fois par jour, vous ne reviendrez jamais en politique. Jamais vous reviendrez à la politique? Jamais. Jamais? Jamais. Je ne reviendrai pas, c'est une décision irrévocable que j'ai prise. Comme disait un de mes amis, tu aimes trop la culture pour en être la ministre. Vous aviez l'air très décidé à l'époque. Oui, j'étais très décidé. La politique pour vous, c'était vraiment terminé. J'étais non seulement décidé, mais parce que aussi je pensais que c'était évidemment totalement impossible. Oui, c'est ça. Et puis finalement, Emmanuel Macron vous a convaincu. Alors, c'est pas Emmanuel Macron qui m'a convaincu, c'est Jean Castex. Ah. Il me téléphone. C'était assez drôle la séquence, parce que
Voilà, il est nommé Premier ministre, il vient sur TF1, et moi je fais avec Gilles Boulot le pré-journal de TF1 sur la situation sanitaire. Et donc on tombe dans les bras l'un de l'autre, parce que je connais bien Jean Castex. Et puis je sors avec des copains, on passe une jolie soirée. Et puis quand je rentre, je vois mon téléphone avec Jean Castex qui clignote, et je me dis... Alors là, je suis rattrapé par la patrouille. Parce que quand un nouveau Premier ministre vous téléphone à 11h du soir, ça a un sens tout à fait précis. Et je me prépare à lui dire non. Ah oui. Je me prépare à lui dire non. Et là, oh le salopard, d'une voix parfaitement onctueuse, doucereuse, il me fait... Et si c'est pour la culture? Et là, vous en aviez toujours rêvé. Le point faible, le rêve inassouvi. Et là, si je suis convaincu par Jean Castex et par la situation de la culture, parce que la culture, c'est ma vie. Je suis quelqu'un qui... c'était quand même un paradoxe. Je suis quelqu'un qui sort tous les soirs et je suis ministre de la Culture, et la culture est fermée. Oui, quand même, je n'ai pas de chance. Mais je sors tous les soirs, un théâtre, un cinéma, un concert, un opéra. C'est ma vie, ça, la culture. Et donc, j'ai eu le sentiment... que quand on vous demande de faire cette opération commando, je ne peux pas la qualifier autrement. On m'appelle et je dois dire oui. Et je ne sais pas pourquoi les gens imaginent que c'est quelque chose de plaisant. C'est le renoncement à tout ce que je construis depuis pratiquement 10 ans, sur le plan de mes activités, sur le plan familial, sur le plan amical. Comment est-ce qu'on peut penser que je suis allé assurer cette fonction par un quelconque goût de la notoriété que j'avais, aspect financier certainement pas, c'est curieux. Justement, la culture, on va en parler dans un instant, puisqu'on va parler musique, de la grande musique, avec l'immense Karima Charny. À tout de suite.